Bonjour, bienvenue à tout le monde. Je voudrais vous souhaiter le bienvenu pour le programme que nous avons aujourd'hui, une conférence avec des jeunes sur la situation des droits de l'homme en Iran. Cette conférence a lieu à l'occasion du 27e anniversaire du massacre des prisonniers politiques en Iran. Tout d'abord, je voudrais souhaiter le bienvenu à tous les participants à cette conférence pour discuter du massacre des prisonniers politiques en Iran, ou aussi nous parler de votre expérience à vous sur les activités que vous avez eues durant ces années sur la question des droits de l'homme en Iran. Mais tout d'abord, je souhaiterais donner quelques explications sur le contexte des exécutions en 1988. En effet, nous sommes donc à la veille du 27e anniversaire du massacre des prisons en 1988. Durant l'été de cette année, un mois après que l'Ayatollah Khomeini a été obligé d'accepter le cessez-le-feu dans sa guerre contre l'Irak, le fondateur du régime islamiste a ordonné le massacre et l'épuration de tous les prisonniers politiques dans les prisons iraniennes, dont la plupart étaient des membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, la principale force d'opposition. Cette tuerie a été évoquée par les organisations de défense des droits de l'homme comme un crime contre l'humanité, un crime qui est resté impuni depuis, et un crime qui est majeur, un des crimes les plus majeurs après la Deuxième Guerre mondiale, qui est toujours resté impuni. Un des responsables du régime et de ces crimes, aucun de ces responsables de ce massacre n'ont été traduits devant la justice. Alors c'est une cause que nous devons défendre et nous allons en discuter avec des participants. Nous avons donc à présent Henrik Anderson. Je suis un professeur à l'université de Copenhague. Mon activité a été de participer dans le Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies à Genève pour parler des questions des droits de l'homme en Iran. Bonjour, je suis Hanifeh. Je suis un étudiant en postdoctorat sur les questions du droit international. J'ai été aussi actif dans les questions sur la situation des droits de l'homme en Iran, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, mais aussi j'ai participé dans des rassemblements sur la question des droits de l'homme. Bonjour, je m'appelle Helena. Je suis née au Canada. Je suis étudiant à l'université à Manitoba. Je m'intéresse à la question des droits de l'homme. Depuis jeune âge, j'ai été toujours sensibilisé. Mon oncle a été assassiné par le régime iranien, un parmi des milliers de prisonniers exécutés en 1988. Bonjour. Mon nom est Donia, je suis un étudiant aux États-Unis. Je suis, pour ma part également, sensibilisé sur la situation des droits de l'homme en Iran. J'ai participé dans des activités, des réseaux sociaux, des campagnes pour apporter ma pierre dans cette campagne internationale pour l'amélioration des droits de l'homme en Iran. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre participation. Et tout d'abord, ma question, c'est de vous demander qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer sur cette question des droits de l'homme en Iran. Peut-être Henrik pourrait nous répondre. Si nous sommes sérieux à propos de nos
conviction sur la justice et nous devons donc être impliqués à les défendre. La question des droits de l'homme, c'est une question individuelle, mais aussi ça a rapport avec la société et reflète ce que nous souhaitons pour une société juste. Une société qui respecte les droits de ses citoyens est moins enclin à aller vers la guerre, vers la répression et l'intolérance culturelle. Alors, je crois, la question des droits de l'homme est au centre des revendications sociales. Ma question, c'est que, étant donné que vous êtes vous-même, vous n'êtes pas iranien, mais cependant, vous êtes intéressé sur la question des droits de l'homme en Iran. En effet, je suis marié à Hanifeh et j'ai été plus particulièrement attiré par la question iranienne. Mais la situation iranienne n'est pas le seul pays qui nous intéresse, c'est toute la région qui nous intéresse pour changer la dynamique qui existe là-bas. Et en tant que citoyen suédois, je suis intéressé par ce qui se passe dans le monde, mais évidemment, tout particulièrement l'Iran aussi est un sujet qui est important. Hanifeh, moi je suis moitié iranien, moitié chinois, parce que ma mère était chinoise. En effet, mes parents étaient impliqués sur la question des droits de l'homme et ma mère a été donc tuée par le régime durant ses activités pour les droits de l'homme en Iran. J'étais impliqué donc durant ces années à défendre la cause des droits de l'homme. Je pense que c'est une responsabilité pour moi de m'impliquer et de faire entendre la voix de ceux opprimés en Iran. À présent, Helena, tu nous as expliqué que dans ta famille, tu as eu l'expérience de l'assassinat, de l'exécution de ton oncle. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus, puisque toi-même, tu es né hors de l'Iran? Effectivement, je suis né loin de l'Iran, au Canada. Mais en tant que je me sens quand même iranien, même si je ne suis pas né en Iran. Mes deux parents sont d'Iran. Et évidemment, j'ai pu apprendre à travers eux de la situation en Iran et aussi à travers l'organisation de la résistance. Par conséquent, je sens que c'est une responsabilité qui nous concerne à chacun de nous, de ce qui se passe en Iran. Pour ma part, en tant qu'une jeune iranienne, je suis sidéré par cette énorme injustice qui sévit dans mon pays d'origine en Iran. Non seulement parce que je suis iranienne, mais parce que je suis un être humain et je sens que c'est une responsabilité qui me regarde de m'intéresser à ce qui se passe autour de moi. J'ai entendu parler évidemment de Sabaha Baradbaran, Neda Sultan, pendant mes Yougoslavie, les prisonniers qui ont été assassinés par le régime injustement. On ne peut pas rester silencieux. Récemment, Madame Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, est allée en Iran. Je voudrais vous demander tout d'abord à Henrik et Hanifeh, en tant que militants des droits de l'homme, quel est votre avis à propos de cette visite européenne en Iran? Tout d'abord, je crois que c'est tout à fait honteux d'aller dans un pays où les violations des droits de l'homme sont effroyables, les minorités religieuses, ethniques, les intellectuels sont réprimés.
Le régime iranien, en fait, n'a aucun respect, même pour les femmes. Donc, je crois que son voyage en Iran est une erreur grave. Et c'est une naïveté que de penser que le régime allait coopérer avec l'Europe sur la question des droits de l'homme après l'accord sur le nucléaire. Parce que nous devons savoir que le régime est basé sur la répression dans la société. Et le régime ne va jamais reculer sur ce point. Henrik, toi, en tant que un chercheur dans les droits, sur la question des droits de l'homme, quel est ton avis? Nous avons eu plusieurs responsables européens, de l'Allemagne, de la France, la Suède, qui ont été en Iran en pensant qu'il peut y avoir des promesses économiques là-bas ou de l'amélioration des droits de l'homme. Non, c'est une erreur. Le régime n'a pas de bonne volonté là-dessus, on se trompe et un accord sur le nucléaire peut être une base pour croire que le régime pourrait reculer là-dessus. Le régime iranien cherche à exploiter la levée des sanctions pour rester au pouvoir et n'a pas diminué le nombre des exécutions en Iran. Songez que le régime, qu'on pourrait avoir des discussions sur la question des droits de l'homme en Iran avec les autorités iraniennes, c'est de la naïveté. Donc, Mme Mogherini commet une grave erreur. Helena, je souhaiterais demander ton avis aussi sur cette question. À mon avis, l'Occident est impliqué, est engagé à favoriser la politique de complaisance vis-à-vis du régime iranien. Donc, à travers cette diplomatie, cherche des intérêts économiques. Why these governments or these Westerns at this time are going to Iran. So, we know that recently there was a nuclear deal with the Iranian. Récemment, il y a eu un accord nucléaire avec le régime iranien et certaines puissances occidentales. Pensez-vous que cet accord nucléaire pourra aboutir à un changement en Iran, des changements qu'on nous fait croire en Occident qui peut intervenir en Iran? Mais réponse de Henrik, je ne crois pas que la question des droits de l'homme a été vraiment sur la table de négociation avec le régime iranien. Et les questions discutées, c'était la question de la levée des sanctions, ouvrir la voie à la libération des avoirs du régime iranien. L'autre question a été que le régime, c'est que beaucoup de gouvernements vont en Iran dans l'espoir de faire des investissements et acquérir des marchés économiques sans égard à la question des droits de l'homme. Je crois que cet accord aura au contraire un effet négatif sur la question des droits de l'homme en Iran parce que le régime n'a absolument pas d'intérêt là-dessus. Donia nous répond que ce régime, en fait, cherche à mener à bien sa propre politique et depuis que cet accord nucléaire a eu lieu, nous avons été témoins d'une augmentation des exécutions et de la répression et j'ai même entendu que des milliards de dollars vont être versés dans les coffres, dans les caisses du régime iranien et malheureusement ce régime, nous savons qu'il est un parrain du terrorisme international et cet argent va être utilisé dans le terrorisme et davantage à apporter du tort aux populations de la région, à Bahreïn, au Yémen et au Moyen-Orient.
Nous savons que ce régime donc, utilisera cet argent plutôt pour renforcer la répression. Cela a été dit que cet argent doit être dépensé pour la population iranienne parce que la situation d'économie est horrible, des millions sont sous le seuil de la pauvreté, mais en réalité le régime va chercher à utiliser cet argent pour ses propres projets. Et donc je crois que les leaders du monde devraient négocier avec ce régime, et parce que la situation s'est dégradée pour les droits de l'homme en Iran, et à mon avis, ces négociations n'auraient pas dû avoir lieu. À présent, à Hanifeh, je souhaiterais demander, certaines personnes en Occident parlent de Hassan Rouhani comme modéré. Quelle est ton opinion à ce propos, notamment dans le domaine des droits de l'homme? À mon avis, Rouhani n'est pas, par évidence, un modéré en Iran. Si vous observez le bilan des droits de l'homme en Iran durant ces dernières années, vous verrez la situation. Par exemple, Amnesty International, la semaine dernière, a fait un rapport affirmant que plus de 700 personnes ont été exécutées durant les 6 premiers mois de cette année. 700 personnes. Donc, on constate une escalade du nombre des exécutions. Donc, le régime ne montre aucun signe de modération. Et quand vous regardez les informations en provenance de l'Iran, les cas des abus ne montrent aucun signe de modération. Donia nous dit, depuis en fait que j'étais actif sur la question iranienne, j'ai appris que ce régime iranien, dans ce régime, il n'y a aucune faction modérée. On ne peut pas s'attendre à une réforme qui viendrait de l'intérieur du régime. Le régime ne peut survivre que par la répression. On voit des cas de lapidation, de couper des amputations, de couper des mains. Alors, c'est vrai qu'on entend que Rouhani est un modéré, mais c'est un mensonge. Madame Rajavi a souligné, avant même que Hassan Rouhani vienne au pouvoir, a souligné que le régime ne peut se réformer. Il n'y a pas de modéré dans le régime iranien parce que c'est un régime religieux basé sur le principe du culte suprême. Alors, quand nous regardons le bilan des droits de l'homme en Iran, on constate très rapidement que Rouhani n'est pas un réformiste, mais plutôt, au cours de son mandat, il a montré que les exécutions ne vont pas baisser. Plus de 1800 personnes ont été exécutées depuis le mandat de Rouhani. Donc, il n'y a pas de modération dans ce régime. Helena, tu as été actif sur la question des droits de l'homme en Iran. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet dans le pays? Durant la semaine passée, 27 personnes ont été de nouveau exécutées. Et chaque jour qui passe, on a plus de preuves que ce régime ne peut montrer de signes de modération. Rouhani n'est pas un modéré. En fait, la jeunesse iranienne cherche le changement, cherche des vraies réformes, ce que ne peut apporter le régime. Tout particulièrement, je voudrais te demander, puisque tu as fait mention du massacre de 1988 en Iran, qu'est-ce que tu sais à propos de ce massacre en 1988? Ce que j'ai appris de mes parents, en 1988, il y a eu 30 000 prisonniers politiques qui ont été exécutés. Durant l'été de 1988, qui a débuté au mois d'août. Sur la base des récits
raconté par ma mère qui a perdu son frère. Son frère était Mohammad Reza Daneshvar. Il était un étudiant en médecine. Évidemment, ce n'est qu'une histoire, un récit des milliers d'autres, parmi des milliers d'autres. Elle m'a raconté comment mon oncle était vraiment un génie, plein de talent. Comme la plupart des prisonniers politiques. Entre 1982 et 1986, il a été emprisonné. Après sa libération en 1986, il planifiait d'aller à Ashraf, mais il a été arrêté et il a été donc assassiné en 88. C'est raccourci le récit de mon oncle. Cela m'a évidemment beaucoup touché et m'a incité à m'engager à en faire plus. Donia, oui, j'ai entendu parler de l'exécution des milliers de prisonniers, la plupart des moudjahidines du peuple. Beaucoup d'entre eux étaient des jeunes, moins de 18 ans, beaucoup de femmes, de toutes les couches sociales. C'est une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'Iran. Nous ne devons jamais l'oublier. Nous devons avoir dans l'esprit que le régime doit un jour répondre de ses crimes devant la justice internationale. La résistance iranienne a appelé la justice internationale et le tribunal pénal international d'amener les autorités iraniennes devant la justice internationale. Et nous allons continuer sur ce sujet. Nous devons réitérer que ce crime ne doit pas rester impuni et ce régime doit être amené devant la justice. C'est notre message. Nous devons donc dire au tribunal international et aux leaders internationaux de prendre des actions à ce propos. En effet, concernant la situation en Iran, la situation des femmes s'est détériorée. Pour les femmes aussi en Iran, nous avons vu des attaques à l'acide, du vitriolage contre des femmes dans les villes iraniennes, notamment à Ispahan. Plus de 25 femmes ont ainsi été vitriolées durant l'année dernière et la situation des femmes s'est détériorée. Et je dois dire aussi que il y a quelques semaines, il y a une dame qui a été exécutée. Elle était âgée de 43 ans. Donc la situation ne fait que se détériorer. Le régime cherche à créer une atmosphère de terreur et de peur à travers la répression dans les rues, dans pendaisons en public. La situation se dégrade sous Hassan Rouhani. Hanifeh, à présent, je voudrais demander à Hanifeh quelles ont été les activités menées à propos de la situation des droits de l'homme en Iran. In general, and also about 1988 massacre, if you have done it. Concernant les exécutions de 1988, il est important de se rappeler qu'il n'y a eu aucune investigation appropriée qui ont été menées. Ceci, évidemment, est une source d'inquiétude. Nous devons attirer l'attention sur cette situation. Alors, d'autre part, le régime, évidemment, cherche à instaurer un règne de terreur dans la société. Nous devons nous assurer que de tels crimes ne se répéteront pas. C'était un génocide. Et des enquêtes pertinentes doivent être menées à propos de ce crime contre l'humanité, que les auteurs soient traduits en justice devant la justice internationale. C'est très important
que nous poursuivions nos efforts dans ce domaine pour que des acquis soient obtenus. Et aussi, moi-même, je dois dire que j'étais impliqué sur la question des droits de l'homme, le droit des femmes en Iran. Comme vous savez, elle s'est dégradée. Au mois d'octobre, nous avons entendu que, donc comme cela a été évoqué, des femmes ont été vitriolées à travers le pays. C'était terrible. Et d'autres choses épouvantables qui arrivent, c'est la situation des femmes qui n'ont pas le droit d'accès à certaines matières dans les universités ou l'inégalité qui existe devant la justice. Ou le cas d'une fille qui a été exécutée parce qu'elle s'était défendue devant son violeur. Et ensuite, un autre cas, une fille qui s'est jetée d'un balcon parce qu'elle était poursuivie par des agents du régime qui n'ont jamais été punis. À présent, je demanderai à Henrik, à propos de tes activités, des milliers d'Iraniens qui s'opposent au régime et ont été des sympathisants et sont sympathisants des Moudjahidines dans le camp Liberty. Je voudrais te demander, est-ce que tu as été également actif pour soutenir leur cause, puisqu'ils sont donc également soumis aux persécutions des éléments du régime iranien en Irak. Nos activités ont eu deux volets. Premièrement, l'ONU doit mettre des pressions sur le gouvernement irakien pour lever les sanctions, le blocus contre ce camp, les blocus médicaux, le blocus légal, les avocats qui ne peuvent se rendre là. Et aussi un autre projet plus à long terme, c'est de pouvoir transférer les habitants du camp Liberty vers des pays tiers, parce qu'ils vivent dans des conditions de danger permanent. Et ces dangers doivent nous mobiliser pour les protéger. Nous avons récemment tenté aussi d'attirer l'attention sur le nombre croissant des exécutions en Iran. Et d'autres formes d'exécution sont encore plus qui nous appelle à réagir est plus révoltant, parce que les statistiques montrent que le nombre des exécutions ont augmenté. 400 exécutions durant ces mois, et le régime ainsi détient le record en termes du nombre d'exécutions par tête d'habitants. Nous devons donc prendre cette question très au sérieux. Nous devons aussi donc pousser pour que le régime abolisse la peine de mort. Les victimes de ces exécutions sont de droit commun. Le régime iranien également tient le record des exécutions des mineurs. Nombre de mineurs ont été exécutés. C'est paradoxal. Aussi parce que le régime détient le record en termes d'exécution en public, cherchant à instaurer une atmosphère de peur dans la société. Alors nous devons donc agir contre ces procédés du régime, ces exécutions qui sont souvent conduites devant
le public, des enfants, ils utilisent des grues pour prendre les gens dans la rue. Des enfants sont soumis à des scènes horribles qui nous répugnent. Donc nous devons nous concentrer non seulement sur l'exécution en général, mais aussi ce type particulier d'exécution. Tout gouvernement qui est en tête de peloton des exécutions doit être mis au banc de la communauté internationale. Tonia qui nous explique qu'effectivement, le régime irakien a soumis les habitants du camp Liberty à un blocus alimentaire, médical aussi. Il empêche des moyens de rafraîchissement au camp pour les habitants. Nous devons donc augmenter les activités d'information pour informer sur le cas de ces habitants et ces résistants du camp Liberty. Nous devons aussi agir pour lever le blocus médical qui a abouti à la mort de nombreux habitants. Nous devons travailler à ce que la voix de ces résistants soit entendue, que les dirigeants internationaux agissent pour sauver ces habitants, ces opposants à la dictature soient protégés. À présent, je demanderai à Elena les activités que tu as eues au Canada sur la question des droits de l'homme et le massacre des prisonniers. Comme vous savez, j'ai été donc mobilisé depuis le jeune âge. J'ai choisi la voie de la musique pour exprimer, même pour m'exprimer, pour participer avec la résistance iranienne. J'ai chanté des chansons pour les habitants du camp d'Ashraf et du camp Liberty. C'était mon moyen d'agir pour aider la cause des droits de l'homme en Iran. Pouvez-vous nous dire quelle a été la première fois que tu as chanté pour soutenir la cause des habitants du camp Liberty et des droits de l'homme en Iran? C'était il y a 11 ans. J'ai chanté à Bruxelles. La première fois dans une manifestation devant des milliers de personnes, et depuis lors, j'ai été amené à chanter pour cette organisation. Voudrais-tu nous montrer à notre audience un peu de tes talents et des activités artistiques pour les droits de l'homme en Iran? Tu voudrais que je chante? Cette chanson est très chère pour moi, plus particulièrement parce qu'elle a été composée par les habitants du camp d'Ashraf. Elle a été écrite et inspirée par un des habitants, inspirée par une des militants du camp d'Ashraf, Sabah Hafaradaran. Et elle a été assassinée lors de l'attaque du 11 avril 2011, du 8 avril 2011. Et dans cette chanson, on parle du fait que nous allons résister jusqu'au bout contre la tyrannie en Iran. Cette chanson est une tribu, un hommage aux habitants du camp Liberty et à tous les militants des droits de l'homme. We stand in the wind, in the cold, through the rain. We walk through the storm as it rages away in the dark of the night. Our faith lights the way.
while in our hearts, all as one we say we're standing till the end, standing till the end. We banish the dark with the gleam of our eyes, with the beacon of hope. Our flame never dies. We challenge the odds with the sounds of our cries, and we waken the world with our sacrifice. We're standing till the end. We're standing till the end. Thank you. Thank you very much. Now I would like to ask you if you have a message to the Iranian, particularly the youth Iranian inside and outside of the country. À présent, je souhaiterais te demander si tu as un message pour les Iraniens, les jeunes Iraniens en Iran. Quel serait ton message si tu That we as Iranians, even though we're living abroad, en fait, même si en tant qu'Iraniens nous habitons à l'étranger, mais il n'y a pas un jour qui passe sans que nous ayons des pensées pour la cause du peuple iranien. Nous sommes avec vous, nous sommes votre voix, nous n'allons pas cesser notre combat jusqu'au changement de régime en Iran. À présent, Henrik, quel serait ton message à la population iranienne en ce moment? Beaucoup de personnes comme moi, qui ne sont pas iraniens, qui n'ont pas été en Iran, mais s'intéressent à l'Iran. Nous avons évidemment des... Parce que l'Iran, en fait, est au centre de l'attention internationale. La Syrie, le Yémen, l'Irak. Nous pensons que votre combat est important pour nous tous. Alors il s'agit d'encourager ce combat et cette lutte. Mon message, ce serait de dire un peu dans la même lignée, il faut dire en fait qu'il ne faut pas se décourager. Il faut savoir qu'il y a évidemment de la censure dans le pays, mais ceux qui sont ailleurs sont sans relâche impliqués dans la lutte pour la libération de l'Iran et pour l'amélioration des droits de l'homme. Aux Iraniens qui sont à l'intérieur en Iran, je voudrais leur dire qu'il faut continuer le combat. La situation ne restera pas fixe. Il faut être fier qu'il y a une résistance iranienne qui est organisée, qui est forte, qui veut se battre pour le peuple iranien et ses revendications. Donc il faut être fier que cette résistance lutte pour elle. Le changement de régime arrivera bientôt. Nous pourrons établir un gouvernement démocratique avec plein de justice et d'équité, avec l'abolition de la peine de mort. Alors, il faut savoir que le changement arrive. C'est mon message. Yes, thank you very much. We have reached the end of our program, and I thank you very much. Je vous remercie tous. Nous sommes au terme de notre programme et j'espère que nous aurons d'autres occasions pour se retrouver dans d'autres programmes. Merci. À présent, je voudrais attirer votre attention sur l'intervention de Mme Mariam Rajavi, la présidente élue de la résistance iranienne, sur une intervention du 7 février 2015 sur le changement démocratique en Iran à Paris. L'impotence de cette tyrannie
vient du fait qu'elle est dépourvue de légitimité, de soutien populaire et qu'il est divisé au sommet. Oui, ce régime est illégitime parce qu'il y a un océan de sang qui le sépare du peuple, parce qu'il n'a cessé de s'appuyer sur la force et la contrainte, parce qu'il est noyé dans la corruption, le mensonge et le crime. Oui, ce régime est dépourvu de base sociale. S'il y avait en Iran des élections véritablement libres, ce qui est une ligne rouge pour les mollahs, les voix que remporteraient l'ensemble des factions de la dictature ne dépasseraient pas quelques pourcents. Ce régime est profondément instable parce que le mécontentement du peuple grandit de jour en jour, parce qu'en Iran, il n'existe pas d'état de droit, parce que c'est l'insécurité qui prévaut dans la vie sociale. L'instabilité et le manque de confiance sont si profondes que les investissements étrangers en Iran sont pratiquement nuls. Un facteur de ces tensions, c'est une contradiction dévastatrice dans la structure même du pouvoir. Pourquoi, malgré tous les efforts de Khamenei pour conserver un régime monolithique, il se crée encore une division au sommet? Parce que la révolte et la résistance du peuple iranien ont imposé cette fracture au pouvoir. Redoutant un nouveau soulèvement populaire, Khamenei a empêché le deuxième tour de la farce électorale et a accepté qu'un mollah de la faction écartée accède à la présidence. Et cela a ouvert une énorme brèche à la tête du régime pour devenir actuellement le facteur principal qui le fragilise dans sa totalité. Un autre facteur important qui place l'Iran dans une position de changement, c'est la faillite économique et l'incapacité du régime à la contenir. La croissance économique est chaque année négative. Ces 3 dernières années, la monnaie du pays a perdu 70% de sa valeur. Le système bancaire est en faillite. 2 tiers des unités de production et industrielles sont fermées ou inactives. Et une terrible récession paralyse l'ensemble du bazar. Le nombre de chômeurs se monte au moins à 10 millions, soit 4 personnes sur 10 sont au chômage. Sous le coup de la misère, les foyers iraniens sont aux prises avec la faim. Ceux qui souffrent de la faim s'élèvent à 12 millions de personnes en Iran. Jusqu'à hier, le problème général était la misère. Aujourd'hui, les gens ont faim. À aucune époque de son histoire, l'Iran n'a connu un aussi grand fossé séparant les couches sociales que sous le régime des mollahs. En 1972, dans un discours démagogique, Khomeini avait accusé le régime du Shah d'acculer la population de la province de Baloutchistan à une si grande misère que les familles étaient contraintes de vendre leurs filles pour subsister. Aujourd'hui, de plus en plus de Baloutchistan, au cœur même de Téhéran, on trouve dans les rues des offres de vente de petits-enfants et d'organes humains. Par conséquent, si les mollahs laissent s'écrouler de cette manière l'économie, cela va déclencher un torrent de protestations sociales. Et s'ils veulent agir pour les contenir, ils seront obligés de puiser dans le budget de la répression et de l'exportation du terrorisme, laissant la totalité du régime sans défense, ce qui permettra au peuple iranien de réaliser sa volonté. Chers amis, le vaste mécontentement social se nourrit de chaque instant. Un mécontentement venant des exécutions, une pendaison toutes les 8 heures et des milliers de condamnations à mort, des arrestations, 70 par heure, la torture et le supplice à mort des prisonniers,
le traitement inhumain du système judiciaire qui a constitué 19 millions de dossiers contre les Iraniens, la mise sous garrot de la musique, du théâtre, des films, des sites et des réseaux sociaux sur Internet, en particulier les mesures criminelles sur la manière de s'habiller des femmes, notamment à coups de vitriol. C'est pourquoi les relations entre les Iraniens et le régime en place sont devenues celles d'une nation occupée avec les forces d'occupation. De plus, à travers une loi, le régime a chargé la missile du Basij de mener dans la rue la répression des femmes et des jeunes sous couvert de la promotion de la vertu et de la prohibition du vice. En même temps, il s'est empressé de fabriquer une cité de la guérilla pour les gardiens de la révolution afin de s'entraîner à réprimer les soulèvements. Il a aussi porté à au moins 75 le nombre des organes spéciaux de répression, de contrôle et de censure. Les autorités affirment que l'an passé, il y a eu 3000 mouvements de protestation. Dans les provinces de Baloutchistan, Khouzistan et Kurdistan, les protestations ont maintes fois débouché sur des affrontements armés. Les prisonniers, les moudjahidines du peuple et des résistants poursuivent leur résistance et les grèves de la faim. Les prisonniers ont fait plusieurs fois plier le régime. Il faut les saluer et cette résistance